Et là, tu devineras jamais ce qu'elle m'a dit, Jophiel. Elle a dit que Ramiel n'était pas venue à mon apéro dînatoire parce qu'elle était malade. Bah ouais, j'ai trouvé ça bizarre puisque la maladie n'existe pas ici, du coup... Voilà. Non, ça peut pas être à cause de mes apéritifs au chotafu. Tout le monde adore. Comment ça? Je te rappelle, j'ai de la visite. On se voit tout à l'heure pour l'apéro? Non? On en reparle, hein? Des bisous. Positif, ça me fait plaisir de te voir. Finfin ne m'a pas prévenu que j'avais un rendez-vous. Désolée madame, mais ils ont dit que c'était urgent. Je vois. Eh bien, j'ai toujours du temps pour mon diablonnet préféré. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Gary m'a raconté comment fonctionnent les Champs-Élysées alors que j'étais en train de discuter avec le Gary qui est vachement mieux que le Gary normal. Hein? Je pense que c'est de là d'où viennent mes insécurités, tu comprends? Oui, patron, vous êtes super beau. Merci pour ton soutien, Gary. Tu sais, on n'a pas souvent l'occasion de discuter comme ça, toi et moi, et je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a trouvé une réelle connexion, quelque chose de beau, tu vois. Patron, j'ai un truc à vous dire. Ok... Bref, est-ce vrai? Est-ce que vous siphonnez la souffrance des gens du Tartare pour alimenter les Champs-Élysées? Oui, c'est vrai. C'est vraiment ignoble. Je sais... Je suis désolée. J'adore. Quoi? Quoi? Viens avec moi au Tartare, je vais te montrer comment on fonctionne, ça pourra te donner des idées, on pourrait même faire un petit brainstorming. Oh misère. Dans notre cher Tartare, nous avons un système politique fabuleux appelé le fascisme. Mais qu'est-ce que le fascisme? Et qui sont les fascistes? Aujourd'hui, dès que quelqu'un de gauche croise quelqu'un qui le regarde mal dans la rue, il le traite de facho. Mais c'est pas un terme à utiliser à la légère. Mais dans ta vidéo sur le système électoral des États-Unis, tu as traité les gens qui attaquaient le Capitole de fachos sans vraiment le justifier? Oui, mais moi j'ai le droit. Ben pourquoi? Bah parce que je suis un facho moi aussi, du coup c'est ok. Ah oui, c'est vrai, c'est la règle. Pour comprendre tout ça, il est important de se replonger dans l'histoire du fascisme ou des fascismes pour analyser leurs racines et leurs principes. Tout commence en Italie, peu après la Première Guerre mondiale. Le pays se sent alors trahi par ses alliés. En effet, avant la Grande Guerre, l'Italie était d'abord alliée à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne, mais elle choisit de garder une position neutre lorsque le conflit éclate. L'Angleterre et la France promettent alors à l'Italie de nombreux territoires si elle rejoint leur camp, ce que fait l'Italie en trahissant ses anciens alliés. Cependant, en 1918, après la guerre, l'Italie se sent lésée. Les Italiens parlent de victoire mutilée. Malgré l'alliance, certains des territoires promis ne sont pas cédés à l'Italie. Et une crise économique frappe le pays. Il y a un énorme déficit budgétaire et l'inflation fait doubler le prix de certains produits. C'est alors qu'un mouvement communiste naît dans le pays promouvant l'égalité sociale et le pouvoir des travailleurs. La CGL voit le nombre de ses adhérents grossir. Des ouvriers se mettent à occuper les usines et des grandes grèves frappent le pays, ce qui effraie la bourgeoisie et la noblesse italienne. Mais face aux occupations des usines par les socialistes, le pouvoir revient à un libéral, Giovanni Giolitti, qui ne réprimera pas les mouvements socialistes de peur de déclencher une révolution comme en Russie en 1917. Il cédera donc à certaines des demandes des grévistes, comme l'augmentation des salaires. Mais la gauche italienne espérait obtenir bien plus. Et à droite, la bourgeoisie et la noblesse ont envie d'un retour rapide à l'ordre, quitte à soutenir des personnes avec des idées assez extrêmes. Des gens comme moi, quoi. Non, Jimmy, pas comme toi. De toute façon, t'as pas d'idée extrême. En fait, t'as même pas d'idée du tout. C'est pas vrai, j'ai des super idées. Ah ouais, comme quoi? Eh ben regardez, j'ai fait un dessin. C'est un grille-pain horloge. Tu règles à quelle heure tu veux te réveiller, et lorsque l'heure arrive, l'horloge sonne et chauffe ton pain en même temps. Comme ça, tu peux te faire tes tartines direct en sortant du lit, même si t'as la tête dans le cul. Mais voyons, Jimmy, c'est... En vrai, c'est pas une si mauvaise idée. Et ouais. C'est dans ce contexte qu'émerge un politicien qui va changer la face de l'Italie, Benito Mussolini. On en a rapidement parlé dans ma vidéo sur le socialisme, mais aujourd'hui, on va se pencher plus longuement sur son histoire et sur son héritage. Et ça tombe bien, on a Mussolini en enfer avec nous pour répondre à nos questions. Maljour, monsieur Mussolini, je suis un grand fan, est-ce que vous pourrez répondre à quelques questions pour ma chaîne YouTube? Bien sûr, je comprends, pas de problème, mauvaise journée à vous. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien, je parle pas italien. Donc, Mussolini, qui est d'abord membre du Parti Socialiste Italien avant la Première Guerre mondiale, il abandonne ensuite les principes socialistes et se fait exclure du parti à cause de son avis favorable à la guerre. Après s'y être enrôlé volontairement, il revient en Italie à cause d'une grave blessure et poursuit sa carrière politique.
Jusque-là, les principes que défend Mussolini sont extrêmes et contradictoires, ce qui l'éloigne à la fois de la bourgeoisie de droite et des ouvriers de gauche. C'est en 1920 qu'il change de programme et commence à faire du pied à la bourgeoisie et à la noblesse en parlant de retour à l'ordre. Il crée une milice politique ultra-nationaliste appelée les chemises noires pour s'imposer grâce à des actes violents, des bastonnades, incendies et autres assassinats pour briser les mouvements ouvriers et paysans soutenus par les communistes et socialistes. Ils ont pas l'air très gentils. Voyons, faut pas juger sur l'apparence. Je pensais que toi, la première, tu chercherais à voir la beauté intérieure des gens. Bah là, on a vu l'intérieur d'un communiste. Ouais, et c'était pas très joli. Le patronat est ravi de voir ces milices fascistes attaquer les grévistes. Les patrons rejoignent la bourgeoisie et la noblesse dans le soutien notamment financier de Mussolini. Celui-ci fonde alors un mouvement politique que nous allons décrire dans quelques instants, qu'il appelle le Parti National Fasciste en 1921. Fasciste venant du mot faisceau, comme l'ancien parti de Mussolini, les faisceaux italiens de combat, s'inspirant d'un symbole d'autorité romain. En général, on remarque une fascination pour le passé chez les fascistes, mais un passé glorieux, où la nation était plus forte et digne qu'aujourd'hui. On adore de vieux symboles, et on est nostalgique d'un temps qu'on n'a pas vraiment vécu. Et donc, quels sont les principes de ce fabuleux parti fasciste italien? Les fascistes de Mussolini croient en l'inégalité des individus. Ils pensent que la guerre peut améliorer ces individus et que l'État doit dominer la vie du peuple afin de les améliorer. Selon Mussolini, je cite, « Seule la guerre porte au maximum de tension toutes les énergies humaines et imprime le sceau de noblesse au peuple qui s'affronte. Le fascisme transporte cet esprit antipacifiste dans la vie même des individus. » Ça a pas l'air très sympa. Sympa, pas sympa, c'est une question de morale ça, et le fascisme, c'est une déconstruction de la morale. En effet, le philosophe Nietzsche présente une philosophie d'abolition de la morale, une philosophie qui sera reprise par un penseur nommé Giovanni Gentile, qui intégrera cette pensée au fascisme. Pour Nietzsche, l'homme trouve son sens dans l'action, et cette action s'affranchit de la morale. Il justifie en gros la raison du plus fort. Pour Nietzsche, l'homme doit s'affranchir de Dieu, prendre sa place en somme, et trouver du sens dans ses actions et s'améliorer par ses propres moyens individuellement, sans s'arrêter à ce que la morale pourrait dire. Giovanni Gentile récupère ces principes et les intègre à des concepts politiques. Au lieu de l'individu, c'est l'État qui prend la place de Dieu. C'est intéressant de voir qu'à l'instar des socialistes, comme on l'a vu dans ma vidéo sur le sujet, les fascistes ont des tendances qu'on pourrait qualifier de athées, mais avec des réflexions totalement opposées. Les uns renient la religion pour pouvoir critiquer l'État et le pouvoir, alors que les autres renient la religion pour donner encore plus de pouvoir à l'État. La morale fasciste est donc totalement dirigée par l'État. Le bien et le mal sont décidés par les dirigeants et l'individu existe seulement pour soutenir la gloire de la patrie. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est une sorte d'humain parfait d'après Mussolini qui se consacrerait totalement à sa nation sans s'intéresser à ses besoins personnels. Patrie! Il est vivant! Leur slogan était « Tout pour l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État ». Mais en soi, tu remplaces le mot « État » par Mussolini ou un autre chef, et c'est à peu près ce que ça veut dire. Mais du coup, comment ils arrivent au pouvoir, ces gens-là? Ah, tu vas adorer. En 1922, Mussolini, déçu des résultats des élections où son parti fasciste a eu de très mauvais résultats, appelle à la révolution nationale fasciste. Il appelle ses partisans à marcher sur Rome. L'armée italienne ne résiste pas à l'invasion fasciste. Mieux, une partie aide Mussolini à marcher sur Rome. Enfin, aide Mussolini à marcher sur Rome. Mussolini, lui, n'était pas à Rome à ce moment-là. Il était à Milan, prêt à fuir vers la Suisse au cas où le gouvernement italien s'énervait. Il est pas fou non plus, le gonze. Oui, et puis j'ai une sacrée crampe à la jambe, du coup, comprenez une marche. Et toutes ces valises et le passeport suisse, c'est pourquoi? C'est pour faire, je crois. Dans tous les cas, le roi de l'Italie, Victor Emmanuel III, influencé par une partie de l'armée et des nationalistes, a peur de perdre le pouvoir et préfère ne pas résister aux fascistes. Mussolini devient alors président du Conseil des ministres, c'est-à-dire chef du gouvernement, le 29 octobre 1922. Mais à ce moment-là, il n'a pas encore les pleins pouvoirs. Il encourage alors ses milices à commettre des actes terroristes, des enlèvements, des assassinats de ses opposants politiques. Et au lieu de chercher le pardon pour ses actes, lorsque la population italienne commence à s'énerver, il préfère assumer ses actions violentes et même les justifier. Je tiens à présenter mes excuses au peuple italien de pas l'avoir tué plus tôt. Je suis vraiment désolé qu'on n'ait pas encore plus pourri la gueule avant qu'il crève.
La première chose que font les fascistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir en 1922, c'est réorganiser l'État pour en faire une puissance absolue et sécuriser leur position. En 1926, de nouvelles lois font du parti de Mussolini le parti unique. Ils suppriment les syndicats des travailleurs pour créer le syndicat unique fasciste. Ils détruisent le droit de grève, ils abolissent la liberté de la presse et ils emprisonnent les opposants politiques grâce à leur police personnelle, l'OVRA. Et ça gênait pas les Italiens de l'époque? Eh ben on peut leur demander, et toi Mussolini t'en penses quoi? Tu scappato nel perro toro? Ah bah si merde, dégage. Alors? Je parle toujours pas italien. En effet, malgré tout ça, Mussolini reste assez populaire, car il restaure l'ordre comme il avait promis, ce qui fut plutôt apprécié de nombreux Italiens. Bon, ok, on vit littéralement en enfer. Mais au moins, y a plus de manif. Faut voir que c'était relou quand même. Autant travailler sous merde! Oui, patron, vive la patrie, vive la patrie. Vous voyez, c'est quand même vachement mieux. Ensuite, pour garder sa popularité, le Duce signe des accords avec l'église catholique, à contre-cœur. Les fascistes mettent au pas la jeunesse et les forment dans l'armée pour leur apprendre l'obéissance à la hiérarchie et à l'État. Les enfants sont enrôlés dès 4 ans. Les hommes formés ainsi sont envoyés dans l'armée ou dans l'administration, alors que les femmes apprennent leur rôle de femme au foyer. On leur apprend l'un des aspects fondamentaux du fascisme, le respect, voire l'adoration du chef, en l'occurrence pour Mussolini, le Duce, qui vient du latin guide. Et même si les tensions avec l'église coûtent un peu de popularité à Mussolini, le peuple italien reste admiratif du bonhomme grâce à ses victoires militaires et coloniales comme en Éthiopie par exemple. Ce qui n'est pas étonnant car la politique fasciste est intrinsèquement raciste. Pour créer de la cohésion nationale, Mussolini n'a pas peur de discriminer les populations d'origine africaine, les homosexuels et les juifs. Ça ira jusqu'au vote des lois raciales de 1938. Bref, le gars fait du bon boulot, et il continuera ainsi jusqu'à ce que des antifascistes le capturent et l'exécutent. Eh ben tu vois Gary, les antifascistes ils sont aussi violents que les fascistes finalement, peut-être que c'est eux les vrais fascistes. Hein, quoi? Ah, désolé, j'écoutais pas, j'avais des écouteurs anti-conneries dans les oreilles. Tu veux la bagarre? Donc c'est comme ça que vous fonctionnez ici? Je comprends mieux pourquoi on a un surplus d'énergie aux Champs-Élysées. Ouais, mais t'inquiète, on s'inspire aussi du régime nazi. Ah, et c'est quoi la différence? Commençons par étudier comment les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne dans les années 1930. Comme pour l'Italie fasciste, l'histoire de l'Allemagne nazie commence juste après la Première Guerre mondiale. Contrairement à l'Italie, qui sortait du camp des vainqueurs, même si pour les Italiens c'était une victoire mutilée, l'Allemagne, elle, était défaite lors de cette guerre. Alors faut imaginer le seum que devaient avoir les Allemands. Et ils avaient d'autant plus le seum que le traité de Versailles, signé en 1919, qui marquait la fin de la guerre, positionne l'Allemagne dans une situation très difficile. Ce traité ayant d'abord pour but de solidifier la paix en Europe, se transforme petit à petit en punition pour l'Allemagne, qui doit alors s'acquitter d'une dette gigantesque et qui est reconnue coupable de cette guerre. Une forte inflation frappe alors le pays dans les années 1920, contribuant à ce qu'on appelle la Grande Dépression. Et comme en Italie, ces difficultés sociales poussent une partie du peuple allemand à se tourner vers le socialisme et le communisme, comme en Bavière par exemple. Des communistes allemands proclament en 1919 un gouvernement éphémère socialiste avant de se faire décimer un mois plus tard. Ah, nous aussi, on a une commune à Paris. On les a tous tués et on a construit une église sur leurs cadavres. Écoute, nous on s'en est servi comme excuse pour fonder un parti fasciste génocidaire. Ah ouais, c'est stylé aussi, ouais. D'après l'historien François Furet, c'est cette peur du bolchevisme qui fera l'avènement du nazisme, même si d'après lui, la droite et l'extrême droite allemande n'avaient pas besoin du communisme pour justifier leur haine de la démocratie, ils s'en sont simplement servis comme tremplin. La Bavière devient alors une ruche d'extrême droite. La peur du communisme et du socialisme s'installe. Les autorités bavaroises se proclament d'ailleurs comme un bastion, et plusieurs partis se créent pour lutter contre les idéologies socialistes. L'un d'eux est le Parti ouvrier allemand, et c'est le parti qui deviendra plus tard le parti nazi. Et là, normalement, Gary, tu devrais me demander qu'est-ce qui s'est passé pour créer du rythme, me permettre de faire une transition dans la vidéo. Ouais, mais j'ai pas envie. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? C'est parce que j'ai dit que je préférais la pancarte? En même temps, désolé, mais c'est pas vraiment ma faute si c'est plus facile de communiquer avec elle qu'avec toi. Ouais, bon, j'ai compris, je me casse. Eh bah tu vois, on peut pas communiquer avec toi. Bon, j'en étais où? Ah oui. À ce moment-là, le capitaine Karl Mayer, qui commande la section de renseignement de l'armée bavaroise, file un petit coup de pouce à un ancien instructeur de l'armée qu'il commandait et en fait son bras droit. Et cet instructeur n'est autre qu'Adolf Hitler. D'autres hauts gradés militaires
comme Ernst Röhm propulsent alors la carrière politique de Hitler en l'introduisant dans des milieux militaires, paramilitaires et militants d'extrême droite. Alors que des bourgeois comme Dietrich Eckart aident Hitler à rencontrer des cercles riches et patriotiques allemands qui deviennent ses mécènes, ce qui permettra à Hitler de publier son propre journal. Toutes ces aides venues de personnes haut placées permettent à Hitler et au mouvement nazi de se structurer, de se financer et de grossir à haute vitesse. En effet, avec ses talents d'orateur et sa manière savante de jouer avec les espoirs et la peur des gens, Hitler arrive à rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes dans son mouvement. Le moustachu, qui à ce moment-là se sentait déjà plus pissé, a même tenté un coup d'état en 1923, sans succès. Heureusement pour lui, les magistrats avec qui il était plutôt pote finissent par lui donner la peine minimale, peine qu'il fera même pas en entier, mais ça lui donnera quand même le temps d'écrire un petit bouquin titré Mein Kampf, en attendant sa libération prématurée. C'est quand même cool les copains. Pour les crimes de tentative de coup d'état, d'appel à la haine et d'avoir pas dit bonjour, je vous condamne à la peine capitale, un séjour à Disneyland. Quoi? Mais vous allez pas le punir? Ah bah si, c'est ce que je fais, et je vous avoue que je me trouve assez sévère. Un séjour à Disneyland? Oui, mais sans passe-fil. Vous savez les queues qu'il faut se taper? Je voudrais pas ça pour mon pire ennemi. Ouais, j'avoue. Hitler restructure alors son parti après sa libération en éliminant les quelques oppositions restantes. C'est alors qu'une nouvelle crise économique frappe le monde en 1929. Le parti nazi en profite alors pour s'imposer comme réelle alternative au pouvoir du président Hindenburg, qui perd de plus en plus de popularité, aussi bien qu'en 1932, le parti nazi obtient 37% des voix aux élections générales, faisant de lui le parti principal au Parlement. On peut voir que le parti nazi n'a en réalité jamais obtenu la majorité absolue par les élections, mais reste qu'un bon nombre d'Allemands ont été convaincus par Hitler, comme beaucoup d'Italiens l'ont été par Mussolini. Comme on peut le constater, l'arrivée au pouvoir de ces dictateurs est fortement assistée par les élites de leurs pays respectifs, mais ils ont tout de même réussi chacun de leur côté à convaincre les foules. Alors comment c'est possible? Un élément de réponse se trouve dans la vidéo de Tom Nicholas, Comment repérer un potentiel fasciste. En gros, il parle d'une étude où les gens pouvaient répondre à quel point ils étaient d'accord ou en désaccord sur plusieurs propos, sur des propos antisémites, ethnocentriques, sur leur opinion religieuse et politique, ainsi que sur des idées fascistes. Et l'étude révèle donc plusieurs points de personnalité récurrents des personnes qui étaient en accord avec les idées fascistes. On analysing the surveys and their follow-up interviews, the researchers argued that there were 9 personality traits which were often present within those who had expressed sympathy with fascist talking points. The first was conventionalism, or a rigid adherence to conventional middle-class value. The second was authoritarian submission, or a submissive, uncritical attitude toward idealized moral authorities of the in-group. The third was authoritarian aggression, or a tendency to be on the lookout for and to condemn, reject, and punish people who violate conventional values. The fourth was anti-introception, or an opposition to the subjective, the imaginative, and the tender-minded. The fifth was stereotypy, or the disposition to think in rigid categories. The sixth was power and toughness, or a preoccupation with the dominant, submission, strong, weak, leader-follower dimension. The seventh was destructiveness and cynicism, or a generalized hostility and a vilification of the human. The eighth was projectivity, or the projection outwards of unconscious emotional impulses. The ninth and final personality trait that the researchers found to be prevalent among potential fascists was an exaggerated concern with sexual goings-on. Together, these 9 personality traits comprise what the researchers termed the authoritarian personality. It is important to recognise that these are all personality traits that one can have to a greater or lesser degree rather than either having or not having in a binary sense. It is also important to note that the researchers' focus was on potential. They did not seek to make the claim that everyone who displayed this authoritarian personality would inevitably support a fascist regime should it come to power. Nevertheless, they did argue that the possession of this collection of personality traits might make someone far more susceptible to being won over by fascist propaganda
than others. D'après Emilio Gentile, un historien italien spécialisé dans le fascisme, le totalitarisme et le concept de religion politique, la vénération de vieux symboles, la répétition de rites, l'excitation des préjugés de groupe, la mise en avant des frustrations et des envies de grandeur ont permis d'exalter les foules et de détruire l'esprit critique de beaucoup de personnes. Que ce soit pour les Italiens ou les Allemands, qui chacun de leur manière se sentaient lésés par la fin de la guerre, se sentaient gravement humiliés, cette exaltation, cette fierté retrouvée grâce à ces symboles et au charisme de leur leader était comme une lueur d'espoir. Et c'est en partie ça qui a poussé autant de personnes à rejoindre ces différents mouvements fascistes. Si tout ça vous intéresse, je vous conseille les vidéos de hacking social sur les autoritaires. Précédemment, nous nous étions quelque peu éloignés des premiers travaux sur la personnalité autoritaire, nous intéressant davantage à la proposition d'un autoritarisme général, via notamment le dogmatisme de Rockish. Mais paradoxalement, ce type de proposition alternative a abouti à un renforcement des hypothèses affirmant un fort lien entre l'autoritarisme et les idéologies conservatrices de droite. C'est dans ce contexte qu'un chercheur canadien, Bob Altmaier, proposera ainsi une nouvelle approche de la personnalité autoritaire, qu'il nommera Right-Wing Authoritarianism, ou RWA, l'autoritarisme de droite. Dans son livre The Authoritarian, Altmaier précise: un adepte autoritaire de droite n'a pas nécessairement des opinions politiques conservatrices. Au lieu de cela, c'est quelqu'un qui se soumet facilement aux autorités établies de la société, attaque les autres en son nom et est hautement conventionnel. C'est un aspect de sa personnalité, non une description de ses opinions politiques. Ouais, je m'en souviens. Il disait aussi que le comportement autoritaire n'était pas spécifique à un système politique et économique en particulier. Oui, car l'idéologie est un produit social. Elle dépend de l'époque, du contexte, de la culture, et j'en passe. Attends, t'es en train de me dire que les chercheurs, là, ils pensaient que les partisans du régime soviétique, en tout cas ceux qui seraient ok à se soumettre à l'autorité et à la hiérarchie, super dogmatiques à l'idéologie du pouvoir en place, et méga hostiles aux opposants capitalistes et religieux, jusqu'à accepter des politiques ultra-violentes, seraient en fait des autoritaires de droite? C'est là en tout cas l'hypothèse d'Agaïev, d'Abalakina et de McFarland. Donc ça voudrait dire que les ennemis les plus virulents de la guerre froide étaient sans doute pareils, des autoritaires de droite. C'est ce que soutiendra Altmaier. Les chercheurs comme McFarland ou Altmaier font bien une distinction entre le communisme occidental, comme on le retrouve en Amérique et en Europe, et le communisme dont se réclamaient par exemple les partisans de l'URSS, et qui manifeste d'importantes contradictions internes avec les valeurs qu'ils sont censés défendre. Souviens-toi des précédentes études que nous avons déjà vues. Durant cette même période, les partisans communistes, en Europe, obtenaient généralement les plus bas scores à l'autoritarisme et au dogmatisme. Ouais, tu l'avais dit sur les dunes, faut pas confondre les valeurs que les gens affichent et leur comportement en vrai. On peut se dire de gauche et faire des trucs complètement à droite. Exactement. On voit là que l'échelle RWA n'est pas monolithique, qu'elle pourrait être adaptée selon le contexte, le type de recherche, et qu'elle ne sera pertinente qu'en étant complétée avec d'autres mesures. Si le RWA est avant tout une mesure de caractéristiques psychologiques, les chercheurs constatent bien une étroite association entre l'autoritarisme et les attitudes politiques de droite, ce qui sera confirmé par diverses études et méta-analyses. Bref, revenons aux élections allemandes. Suite à cette victoire, Hitler demande à être nommé chancelier, ce qu'Hindenburg refuse. Le parti nazi s'affaire donc à convaincre les élites entourant Hindenburg d'accepter la nomination d'Hitler. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Bon, ok. Mais comment Hitler convainc-il les élites allemandes de le pousser au pouvoir? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il partageait pas mal de points communs idéologiquement, parce que bien que Hitler se présente en premier lieu comme anticapitaliste, il s'agit plus d'une manière de mélanger l'antisémitisme à son discours. Pour lui, il y a deux formes de capital. Le capital financier juif, qui est méchant et qui sent pas bon, et le capital industriel national, qui sent bon la tulipe. Comme on l'a vu dans ma vidéo sur le socialisme, la bourgeoisie et les grands industriels allemands aimaient l'approche néolibérale de Hitler qui, je cite, libère l'économie du fardeau de la politique
et de l'humanisme. L'Allemagne nazie renforce donc le capitalisme malgré sa dénomination de socialiste. D'après Charles Bettelheim, économiste et historien français, fondateur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l'École des hautes études en sciences sociales, le nazisme qui se prétendait socialiste protégeait en réalité le capitalisme monopolaire. Il faisait le jeu des banques et des grandes industries tout en détruisant les petites entreprises. Du coup, avec vous, hein, je peux exploiter mes travailleurs. Ouais. Genre, je peux prendre contrôle de certaines infrastructures publiques. Ouais. Je peux faire ce que je veux, quoi, en fait. Ouais, tant que tu sers la nation, c'est-à-dire moi, ouais. Mais c'est un peu raciste, non? Ouais. Ah ouais. Eh ben, c'est stylé parce que je suis raciste aussi, du coup on commence quand? Hitler se rapproche donc de la grande bourgeoisie allemande, qui auparavant soutenait plutôt les libéraux et conservateurs, comme le chancelier Franz von Papen. Ceux-ci commencent à voir en Hitler un potentiel dirigeant grâce à sa puissance électorale. Avant que Franz von Papen quitte son poste, il aide fortement Hitler pour qu'il lui succède. Le deal, c'est que si Hitler arrive au pouvoir, von Papen deviendra vice-chancelier et ministre-président de Prusse. Ainsi, von Papen pense pouvoir contrôler Hitler lorsqu'il sera devenu chancelier, jusqu'à ce que la mouvance nazie s'estompe et que les conservateurs puissent reprendre le pouvoir. Et ça s'est pas vraiment passé comme prévu, hein? Non, pas vraiment, non. Le petit Adolphe? Ouais, t'inquiète, je gère. Non, vraiment, tout va bien, j'ai le contrôle absolu. Et je le saurais s'il y avait un souci, t'inquiète. C'est quoi le pire qui pourrait arriver de toute façon? Allô? Allô? Ah, ça a dû couper. Bonjour, belle soirée, n'est-ce pas? En parlant de couper, après qu'Hitler ait finalement réussi à obtenir le poste de chancelier en 1933, il enclenche dans la nuit du vendredi 29 au 30 juin 1934 le massacre de tous ses opposants politiques et de tous les traîtres potentiels. C'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. One of the most important early Nazis was a man named Ernst Röhm. He led their first paramilitary, helped Hitler get into power. They were buddies. But Röhm was growing too influential. Röhm was taking the socialist part of National Socialism a little too seriously for the Führer, and Röhm was gay. And so, he was killed, purged from party history, and his sexuality was leaked as justification. Fascism is a very cannibalistic mindset. The moment a partnership stops being beneficial, that partner becomes a fall guy. La SS, la Schutzwaffel, ou Escadron de protection, organisation fondée en 1925 spécifiquement pour la protection de Hitler, kidnappe et assassine tous ceux qui pourraient menacer le pouvoir du nouveau Führer. Cette organisation verra bientôt ses nombres grossir et ses missions se multiplier puisqu'elle contrôlera notamment les camps de concentration. Et c'est donc ainsi qu'Hitler obtient le pouvoir incontesté en Allemagne. Et quelle était l'idéologie nazie? Est-elle comparable au fascisme italien ou est-elle totalement différente? Pour vous donner une idée, l'idéologie nazie peut être résumée par la formule Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? En gros, l'idée, c'est que le peuple doit être guidé par un chef incontesté, afin d'obtenir une nation unifiée derrière cet état tout-puissant. Du coup, oui, ça ressemble quand même pas mal à Mussolini, mais l'une des particularités de ce régime est l'avènement d'une forte hiérarchie sociale basée sur la race. Pour les nazis, il y a des gens de race inférieure, comme les Slaves, toutes les personnes non européennes, ou encore pire, les Juifs. En effet, après la Révolution française, des mouvements émancipateurs ont permis aux Juifs de mieux s'intégrer aux sociétés européennes et d'être plus visibles, parce que persécuter le peuple juif, c'était pas un truc tout nouveau tout beau. Et cette émancipation plaisait pas trop à certains. Pendant la Première Guerre mondiale, des rumeurs affirmaient que les Juifs fuyaient leurs devoirs patriotiques et désertaient. Les comptages de l'état-major allemand démontraient l'inverse, mais ces rapports n'avaient pas été rendus publics. C'est ballot, hein. Tous ces juifs qui fuient le combat, c'est honteux. Ouais, ça dégoûte, hein, ouais. T'as quoi dans les mains, là? Quoi, ça? Rien, c'est rien, t'inquiète. De plus, on identifiait les Juifs comme des profiteurs de guerre, des marchands d'armes internationaux, qui sortaient donc vainqueurs, peu importe l'issue de la guerre, et ne pouvaient donc pas être patriotes. Et d'un autre côté, il y a des races supérieures avec au top les Aryens. Les Aryens étant une espèce d'homme idéal, fort, blanc, qui se dédie totalement à sa nation. La maîtresse, elle a dit qu'il fallait pas copier. Scheiße. Mais contrairement aux fascistes, les nazis ne veulent pas d'un homme nouveau. Eux, c'est l'inverse. Ils veulent revenir à un temps plus ancien et plus pur.
Cette recherche de pureté raciale prend des formes très violentes et assumées. Les pouvoirs publics allemands discriminent ouvertement certaines personnes, allant jusqu'à la stérilisation forcée et au massacre dans les camps de concentration. Mais vous l'aurez compris, ces idées-là du temps d'Hitler, c'était déjà pas nouveau. D'après Johann Chapoutot, un historien expert du nazisme, ce genre de pratique était loin d'être réservé à l'Allemagne. Le racisme, l'antisémitisme, le colonialisme, l'impérialisme, le darwinisme social, l'eugénisme, tout ça était très répandu en Europe et en Amérique depuis très longtemps. Les Britanniques se pensaient déjà supérieurs au N-word, comme les Allemands se pensaient supérieurs aux Slaves. Les USA stérilisaient de force également les personnes atteintes de certaines pathologies afin d'empêcher la transmission d'un patrimoine génétique dit défectueux. Comme j'en parlais dans ma vidéo sur l'immigration, en France également on avait des penseurs qui s'inquiétaient de la pureté de la population française avant même qu'Hitler ne soit au pouvoir. En effet, déjà en 1900, l'un des précurseurs du nationalisme français moderne, Maurice Barrès, répand l'idée selon laquelle, je cite, « l'immigration juive va modifier la substance même du peuple français ». Il évoque dans un article l'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux. La véritable différence entre les nazis et les autres pays qui partageaient ces idées, c'est que les nazis ont porté ça à une toute autre échelle. Tu trouves pas que les handicapés, ils nous coûtent cher ? Ouais, c'est vrai, ouais. Faudrait faire quelque chose. Ouais, on pourrait couper leurs aides publiques, par exemple. On pourrait tous les tuer. Ah, ouais, je suis pas sûr. Et les juifs, les noirs, les communistes, les homosexuels, pourquoi pas tant qu'on y est ? Ouais, ça fait beaucoup de gens, quand même. Ouais, t'as raison. Je vais faire des camps pour ça, ça ira plus vite. Quoi, mais non. Si mère pour l'idée, poteau, j'y serais jamais arrivé sans toi. Non, mais c'était pas mon idée. Oh, misère. Je vous conseille chaudement le travail de Johann Chapoutot sur comment les nazis ont inventé le management tel qu'on le pratique encore aujourd'hui dans nos entreprises. J'en avais brièvement parlé dans ma vidéo sur le capitalisme. On se dit que si les nazis sont intéressés au management, ça va être forcément vertical, autoritaire et parfaitement oppressif. En fait, pas du tout. Pas du tout, pour une raison simple, c'est que les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités absolument inédites dans l'histoire, pour produire aussi massivement, il fallait motiver ce que l'on appelait le matériau humain, le Menschenmaterial, qu'on appelle aujourd'hui la ressource humaine. Tout comme le fascisme italien, le nazisme éduque très vite la jeunesse à respecter la hiérarchie, à servir dans l'armée et à se dévouer au chef de l'État grâce à ce qu'on appelle la jeunesse hitlérienne. Hitler, tout comme Mussolini, avait une relation particulière avec la religion, surtout avec le christianisme. Voici quelques citations. Le coup le plus dur qui ait jamais frappé l'humanité fut l'avènement du christianisme. Le bolchevisme est un enfant illégitime du christianisme. Tous deux sont des inventions du juif. Nous avons la malchance de ne pas posséder la bonne religion. Pourquoi n'avons-nous pas la religion des Japonais, pour qui se sacrifier à sa patrie est le bien suprême? Bref, pour la faire courte, et malgré quelques subtilités, vous aurez compris qu'Hitler s'était fortement inspiré de Mussolini. Ensuite, lorsque le Führer arrive au pouvoir, c'est Mussolini qui s'inspire de Hitler. Et il n'applique les lois raciales qu'après avoir vu Hitler le faire. Hé, tu copies! Ouais, mais c'est toi qui as commencé! Et même si des tensions ont lieu entre les deux dictateurs, leur régime était très lié idéologiquement. Cependant, Hitler allait encore plus loin dans la violence, le racisme, il y avait une organisation d'une rare efficacité. C'est moi le meilleur dictateur! Non, c'est moi! Non, c'est pas vrai! Si, c'est vrai! Eh, t'as tué combien de juifs, toi? Oh bah forcément, c'est facile! Tu butes des juifs tout le temps, mais moi j'étais là avant! Ouais, mais moi je suis meilleur, et toc! Bon, de toute façon, Staline, il a une plus jolie moustache que toi! Alors, maintenant, comment pouvons-nous définir le fascisme? Le fascisme, c'est un mouvement politique, une idéologie avec un régime qui glorifie l'État et la nation, où le peuple a besoin d'autorité et de hiérarchie forte, qui promeut le culte de la gloire et de leaders charismatiques, où les oppositions sont supprimées, qui glorifie le conflit, qui est donc toujours dans l'action pour l'action, qui a une fascination pour le passé ou les traditions, mais en restant sélectif afin d'en sortir une doctrine ou un idéal, qui rejette une partie de la population à cause de la religion ou de l'ethnie, parce qu'elle est trop faible, handicapée ou je ne sais quoi, s'en servant en général de bouc émissaire. Grâce à ça, il y a une fascination pour un peuple organique, pur, quoi que ça veuille dire, qui appelle à la frustration de la population, notamment dans les moments de crise économique et sociale, qui en général est sexiste, homophobe, transphobe, tout ce que tu veux, qui simplifie la langue afin d'étouffer la pensée critique, et d'autres trucs cool comme ça. Évidemment, il faut pas avoir tout ça pour être fasciste. Tu peux avoir un peu de ci ou un peu de ça. Bonjour! Alors, qu'est-ce que je vous sers? Oh, je vais vous prendre un autoritarisme au nom de Pékin, 3 nationalismes bien cuits, 2 oppositions écrasées, un peuple pur à la
vanille, s'il vous plaît. Ici, on dit peuple de souche. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je vous fais la formule avec une bouteille d'eau. Homophobie. Non merci, ça ira. Après, ma femme, elle va dire que j'ai des problèmes. Le fascisme peut fonctionner avec des contradictions en son sein, il peut prendre des formes très différentes selon le pays ou l'époque, et ne se montre pas toujours ouvertement comme du fascisme. À ce propos, je vous conseille également la vidéo de Clément Viktorovitch sur comment reconnaître le fascisme. On va faire un petit tuto avec Pierre Gentillet. Il est candidat pour le Rassemblement National aux législatives anticipées de 2024. Pierre Gentillet va nous expliquer que il veut aller contre l'état de droit, et il dit l'état de droit, alors c'est comme ça qu'il le définit, c'est un état dans lequel le pouvoir politique est soumis au droit. Les représentants du peuple ne peuvent voter que des lois qui sont conformes à la loi fondamentale, à la Constitution. Au sein de la Constitution, on a notamment les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Si demain, nous voulons nous affranchir par exemple de certains traités, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Le politique revient maintenant au sommet de la hiérarchie des normes. Et c'est ça la bonne chose. Cet homme te dit, sans scier, sans trembler, que si le politique déclare, décrète, décide qu'une situation est urgente, il peut tout faire, il est légitime à tout décider, y compris ne pas respecter ses engagements internationaux, y compris même ne pas respecter les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. À condition, c'est vrai, glisse-t-il, de mettre au pas le Conseil constitutionnel. Ce dont il vient de parler, c'est le fascisme. Si tu n'as pas une institution, le Conseil constitutionnel, critiquable par plein d'aspects, qui vient contrôler que ce que vote l'Assemblée nationale, c'est bien conforme à la Constitution, alors ça veut dire que la majorité rassemblée à l'Assemblée nationale peut choisir d'opprimer les droits des minorités. Ça, c'est une pente fasciste. Le droit désigne comme peuple français tous les citoyens français. Or, justement, non. Maintenant, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui font partie de la société et qui, vous, moi et plein d'autres personnes qui ne se sentent pas français, qui parlent une autre langue, qui vivent d'une autre manière. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Donc, quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, nous sommes tous français juridiquement. Le peuple français, ce n'est pas qu'une notion juridique, c'est bien plus que cela. C'est une notion historique, empirique, organique. Et cette notion-là, elle ne peut pas être emprisonnée par le droit. Et nos yeux nous permettent de le voir aujourd'hui. Il vient de dire, au fond, il y a deux types de citoyens français. Il y a les citoyens français qui sont le peuple français, et puis il y a ceux qui ont la nationalité française, mais qui ne sont pas vraiment le peuple français. Il suffit de se balader en France et de regarder avec ses yeux. Cette phrase, c'est un appel clair au racisme, mais là le racisme biologique. C'est le fait de dire, regardez autour de vous, il y a des gens, vous voyez bien qu'ils ne sont pas français. Il est en train d'appeler à une distinction entre citoyens, les vrais et les faux français, distinction qui permettra de faire des lois appropriées pour traiter différemment ces différents français. Ce monsieur se fait l'avocat, défend, souhaite, appelle de son vœu l'avènement de lois raciales en France. Mais quelle est la différence entre le fascisme et le totalitarisme? Parce que par exemple, pour l'URSS, on parle souvent de totalitarisme, mais pas de fascisme. D'après Hannah Arendt, dans son livre Les origines du totalitarisme, en 1951, le totalitarisme se définit comme un système politique qui repose sur un parti unique, sans aucune opposition. L'État cherche à confisquer la totalité des activités de la société. Ce terme a d'abord été utilisé dans les années 20 par les antifascistes pour désigner la politique de Mussolini, et celui-ci l'a repris en se désignant lui-même fièrement comme totalitaire, tout comme Franco. Mais même le concept de totalitarisme est remis en question par certains historiens et historiennes aujourd'hui. Car quand on parle de totalitarisme, on parle de pays où l'État cherche à avoir les pleins pouvoirs. C'était le cas chez les Italiens avec Mussolini. Dans le cas des communistes, il y a forcément une étape où l'État prolétaire doit être fort pour détruire l'État bourgeois, mais les nazis, eux, avaient presque détruit l'État en remplaçant plein de services publics par des agences privées, les pouvoirs étant donnés aux chefs d'entreprise et aux managers. Heureusement, on fait plus ça de nos jours. Et donc simplement dire les nazis sont totalitaires, ça rend invisible tout le côté libéral de ce régime. Hitler a dit lui-même qu'au lieu de national-socialiste, ils auraient pu s'appeler le parti libéral. Les idéologies de Mussolini et d'Hitler sont éloignées de celles de Staline. L'italien et l'allemand sont profondément anti-marxistes. Ils gardent, voire renforcent, une économie capitaliste, alors que Staline, lui, se réclamait du communisme, la fin de la propriété privée, des classes sociales et de l'État.
D'un côté, il y a des discriminations et des exterminations dans une guerre des races, alors que chez Staline, la liquidation des koulaks, par exemple, est le résultat d'une guerre de classe. Pour d'autres historiens comme Lili Marcoux et philosophes comme Victor Sarkis, le terme totalitarisme est un terme fourre-tout qui permet de mettre en parallèle les nazis et les communistes, alors que les deux régimes étaient très différents. Selon ce dernier, cela permet de dénigrer toute volonté de changement social. Qu'est-ce que ça vise le concept de totalitarisme quand nos antitotalitaires aujourd'hui disent que le fascisme et le nazisme sont totalitaires? Ce qu'ils visent en fait ce sont les aspects étatistes du nazisme, en disant que finalement le nazisme est totalitaire parce qu'il est un étatisme et parce qu'il défend l'État. En fait, le nazisme il n'est pas ou étatiste ou anti-étatiste, il est les deux à la fois. Il est contre l'État en tant que l'État permet de socialiser les moyens de production, mais il est pour l'État en tant que l'État permet à la classe capitaliste d'écraser d'une main de fer le prolétariat. L'histoire du concept assez vite, elle est pas, je reviendrai dessus un peu rapidement. Après la guerre, elle s'étend assez rapidement effectivement à l'URSS. On s'empresse de dénoncer l'URSS comme étant un totalitarisme. Et vous voyez l'équation. On commence par dire que le nazisme est un étatisme et que justement c'est pour ça qu'il est totalitaire, que le stalinisme est un étatisme par ailleurs, et donc qu'il est totalitaire lui aussi. Et donc ça permet de mettre un signe d'égalité entre les deux. Et donc une fois qu'on a dit Staline égale Hitler, bon, qui a influencé Staline? Lénine, qui a influencé Lénine? Marx, et donc on peut continuer l'équation avec Hitler égale Staline, égale Lénine, égale Marx. Donc Marx est totalitaire. C'est la thèse qui a été défendue donc par le philosophe libéral Friedrich von Hayek, excusez-moi, donc dans les routes de la servitude en 1944, où en gros, lui il va même encore plus loin, c'est toute planification dans l'économie mène nécessairement au totalitarisme. Et il y avait donc un autre philosophe contemporain d'Arendt qui s'appelle Karl Popper. Et donc là, pour le coup, donc c'était pas seulement Marx qui était totalitaire, hein, bien sûr Staline et Hitler l'étaient aussi, mais c'était aussi Hegel, puisque Hegel avait influencé Marx, donc forcément c'était du totalitarisme. Et donc il y avait Rousseau, bien entendu, puisque Rousseau a influencé les Jacobins. Et chose plus étonnante, qui va vous étonner peut-être, Platon, bien entendu, puisque Platon, avec sa République, il a osé proposer un plan pour réformer et proposer une cité idéale, et proposer de réformer la société de façon idéale et rationnelle, c'est déjà du totalitarisme. Hannah Arendt, alors elle a rajouté, c'était intéressant, Machiavel, puisque Machiavel, comme il mettait en avant l'idée qu'il fallait que la politique soit efficace, et qu'il y avait une rationalité dans la politique, c'était aussi du totalitarisme. Il me semble que Fury va plus loin, où lui c'est le simple désir d'égalité sociale, c'est quand même un peu totalitaire. Le même mécanisme a été utilisé par Éric Zemmour lorsqu'il a dit, sans citer ses sources ou quoi que ce soit, le nazisme était dur et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam... Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam, et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Ce genre de discours réhabilite le fascisme, car à force de dire des énormités comme celle-ci, ça permet de faire passer d'autres discours violents pour des broutilles, penchant de plus en plus l'éventail politique vers l'extrême droite. Ceci dit, j'adore ce que vous faites, hein. Vous êtes un peu sombre, non? Vous venez d'où? Des enfers. C'était sûr, en fait, c'était sûr, je le dis depuis le début. L'utilisation de Hannah Arendt du terme totalitarisme a été critiquée car selon le moment, elle désignait tel ou tel régime de totalitaire ou pas, parfois en contradiction avec ses propres définitions. On voit donc que le concept de totalitarisme peut servir, ou a en tout cas déjà servi, pour désigner un peu tout et n'importe quoi n'importe quand. Johann Chapoutot, dont je vous parlais tout à l'heure, a d'ailleurs eu son mot à dire là-dessus. Les historiens du nazisme n'emploient jamais le terme de totalitarisme, jamais. Et on n'a même pas l'idée de l'employer parce que, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Le totalitarisme véhicule l'idée donc d'une maîtrise, d'une domination totale sur une société. À titre de projet, pourquoi pas, mais à titre de réalité, jamais. Et ça, c'est quelque chose que, bien auparavant, la soviétologie avait montré. Après la Seconde Guerre mondiale, enfin, dès les années 30 et 40 à vrai dire, hein, la science politique américaine se saisit de ce concept pour, de fait, poser une équivalence entre fascisme, rapidement la question ne se pose plus trop, nazisme et stalinisme. Et donc ainsi stigmatiser l'URSS. Bon. La soviétologie américaine s'est évidemment emparée de ce concept-là, sauf que au moment du premier dégel au début des années 60, les soviétologues américains ont pu commencer, d'une part, à voyager en URSS, à discuter avec des collègues, à aller sur place, à lire des travaux et à se rendre compte que on avait une conception très naïve, très mécanique et parfaitement inadaptée du concept de totalitarisme et qu'il était inopérant pour désigner ce qu'était la société soviétique. Et évidemment, ça a eu un effet de rejeu sur l'historiographie du nazisme en Allemagne qui, à partir des années 60 également,
a commencé parallèlement à s'intéresser à l'histoire de la société allemande, non plus seulement l'histoire des structures, l'histoire des institutions, mais l'histoire de la société, et a montré que la société vivait quand même assez largement sa vie, indépendamment des glapissements de tel ou tel orateur de radio ou de meeting. Donc en soi, c'est un objet intéressant, mais comme concept théologique, si vous voulez, c'est autotélique, en fait, ça parle de soi. Mais comme concept heuristique, qui nous permettrait un gain de compréhension ou de connaissance des phénomènes qu'on est censé étudier, là non. Voilà. Bref, ce qu'on remarque grâce à ces histoires, c'est que... Le fascisme prospère dans les moments de crise. Lorsque les gens ont peur, que ce soit à cause d'instabilité économique ou de désordre public, les gens se penchent vers lui lorsqu'ils ont besoin d'être rassurés, de se sentir faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Une nation, une ethnie, et pour des personnes qui se sentent abandonnées par leur propre pays et qui se sentent assaillies par le monde autour d'eux, ça n'a pas de prix. Même si le prix en général, c'est la perte des libertés, c'est la violence, c'est le rejet de l'autre. C'est la peur de perdre ce qui nous reste qui pousse vers le fascisme, et peut-être que si on arrivait à rassurer les gens, à mieux échanger avec eux, si on créait un monde basé sur la solidarité plutôt que sur les différences, peut-être que tout ça ne serait qu'un lointain souvenir. Ouais, c'est pas en distribuant des fleurs et en votant tous les 5 ans pour les mêmes connards que ça risque d'arriver. Bref, du coup t'en penses quoi? C'est horrible, je déteste. Ah, ça fait plaisir. Bah non, ça fait pas plaisir. Oh, arrête, t'es bien contente de profiter de la souffrance de tous ces démons qui se retuent littéralement au travail pour que tu puisses profiter de tes apéros dégueux, là. Oh, dégueu. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Bonne journée, diable. Oh, allez, faut les pas se vexer, oh. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode sur les fascismes, en espérant vous revoir toujours plus nombreux et nombreuses sous de plus mauvais augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comment ça s'est passé, madame? C'était terrible, Finfin. Il a critiqué mes apéritifs. Et le fascisme, c'était pas fou non plus. Ah ouais, c'est chaud. Faut qu'on trouve une solution. Tous ces démons qui souffrent pour nous, c'est pas bien. Je suis sûre qu'on trouvera quelque chose. Merci, Finfin. Tu peux me laisser maintenant. S'il te plaît, j'ai besoin de me reposer. Bien sûr. Oui, on trouvera quelque chose. Quelque chose? Non, rien. Ah, parce que j'ai cru entendre un truc. Non, c'est bon, tout va bien. Ah, ok, bon bah, des bisous. Hein. Oui, des bisous, à plus. À plus. Quoi? Non, c'est bon, j'ai rien dit, c'est bon. Ok, mais c'est que t'es vraiment juste en face de la porte, du coup j'entends tout. Ok, j'ai compris, je m'en vais, pardon. Non mais ça me dérange pas, hein. Tu veux que je te serve un thé ou quelque chose? Non, merci, c'est gentil, c'est bon, je m'en vais. Ok, bonne soirée. Il peut être caractériel des fois, le Finfin. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai apéro. Yeah.